De même, je soutiens que la prétendue collaboration que certains officiels congolais entretiendraient avec les opposants rwandais des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, les FDLR, dont se servent les dirigeants rwandais pour justifier les agressions répétées de la RDC, est un alibi qui n'est corroboré par aucun fait avéré sur le terrain. En effet, les FDLR ont été décapités et réduites à néant par les forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, en étroite collaboration avec l'armée rwandaise dans le cadre des opérations conjointes menées il y a quelques années. La République démocratique du Congo a en outre rapatrié plusieurs éléments des FDLR et leurs familles. Dès lors, les Congolais se demandent de quel FDLR parle-t-on? Quel est le mètre carré du territoire rwandais occupé par ces fantomatiques FDLR? À quel lieu précis du sol rwandais a-t-on jamais vu un jour un soldat congolais? Quoi qu'il en soit, la République démocratique du Congo reste disponible pour toute action répressive contre tout groupe armé qui tenterait de troubler la paix et la sécurité dans un pays voisin et dans la région des Grands Lacs. Monsieur le Président, le peuple congolais demande aux Nations Unies, à l'Union africaine, aux communautés régionales africaines et démocratiques du Congo de ne plus se fier aux dénégations éhontées des autorités rwandaises et de contribuer plutôt au rétablissement de la sécurité, à la construction d'une paix durable et à la création de conditions nécessaires à une coopération fructueuse dans la région des Grands Lacs et pour le bien de tous. À cet effet, il est nécessaire de voir ceci, 1. Rendre effectif le retrait immédiat du M23 des localités occupées, le retour des déplacés congolais de ces localités à leur domicile et la cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste, selon l'esprit et la lettre de la feuille de route de Luanda, convenue entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi que des déclarations successives du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, de la Communauté d'Afrique de l'Est, la CAE, et de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADC. 2. Multiplier les pressions sur le Rwanda et le M23, dont les dirigeants sont du reste sous sanction de l'ONU, et montrer plus de fermeté à leur égard pour qu'ils respectent les positions prises par les organisations internationales précitées. 3. Appuyer la poursuite du processus de paix de Nairobi, les discussions de Luanda entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et le déploiement de la force régionale de l'Afrique de l'Est, dont le statut et les règles d'engagement viennent d'être signés le 8 septembre dernier à Kinshasa, successivement par le gouvernement congolais et le secrétariat général de la CAE, d'une part, et d'autre part, par les FARDC et le commandement de cette force régionale. 4. Encourager le président honoraire du Kenya, le président Uhuru Kenyatta, et le président de l'Angola, de la République d'Angola, Joao Lourenço, médiateur de la CAE et de l'Union africaine dans la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, à poursuivre leurs bons offices. 5. Lever tout obstacle à la restructuration par la République démocratique du Congo de ses forces armées et de défense, à la montée en puissance de celles-ci, pour mieux remplir ses missions régaliennes, notamment par la levée pure et simple de toutes les mesures restrictives de l'acquisition d'équipements militaires, la forme édictée par le Conseil de sécurité de l'ONU.
La réalisation des actions préconisées ci-dessus garantira sans doute le peuple congolais de la certitude d'un règlement de la crise et facilitera un dialogue constructif entre toutes les parties concernées quant à ce. Monsieur le Président, nous, peuple congolais, sommes décidés cette fois-ci à mettre définitivement fin à l'insécurité à l'est de notre pays, quoi qu'il en coûte. L'heure a sonné de casser à jamais le cycle infernal de la violence à l'est de la République démocratique du Congo pour stabiliser la région des Grands Lacs afin de tirer le plus grand bénéfice de ses potentialités économiques ainsi que de sa riche biodiversité pour sauver l'humanité face au changement climatique. La gestion de ces changements pose deux problèmes fondamentaux, à savoir la mise en œuvre d'instruments juridiques et financiers issus de négociations internationales, en particulier dans le cadre des différentes conférences des parties à l'accord des Nations Unies sur le climat, l'accord